conférence. Voilà, il y en avait. J'ai envie de vous inviter à jouer les prolongations, mais je ne sais pas si... Vous disiez à un moment donné cette confrontation des modèles entre un modèle historique d'un travail social construit avec une conscience collective et puis aujourd'hui ces outils du néolibéralisme qui nous amènent en fait à un autre modèle. Puis vous nous dites qu'il ne faut pas désespérer. Alors comment? La réponse est... je vais parler comme ça. La réponse a été apportée de tous les sens. Ne pas se laisser complètement formater par ce qui est imposé. La bataille des mots, je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises, la bataille des mots. Parce que vous n'êtes pas sans remarquer, en tout cas en France, c'est gros, c'est énorme, que tout un répertoire de mots qui n'avait pas sa place dans la boîte à outils des travailleurs sociaux est arrivé depuis, en gros, une dizaine d'années, s'est imposé massivement, je vais vous donner ces mots, efficacité, efficience, qualité, performance, benchmarking, parce qu'il y a des mots anglais, évidemment, en fait, c'est plus sérieux, etc., etc., etc. J'ai parlé de T2A, de TAM, de temps actif mobilisable, il y en a plein une boîte à outils. Et ces mots-là ont pris le pouvoir. Alors, l'évaluation étant évidemment l'ouvre-boîte principale. C'est le rendez-vous de tous ces mots-là. Bonne pratique, référentiel, j'en passe et des meilleurs. Ah oui, c'est-à-dire que sous cet angle-là, ce ne sont pas des mots des métiers, ça. Ce sont des mots importés, transférés et ajustés aux réalités de ces métiers. Alors, le référentiel, je sais que les écoles consomment beaucoup de référentiels. Je trouve que la formation... Non, mais tant pis, je vais jusqu'au bout de mon propos. La formation réduite à des référentiels, ou les métiers réduits à des référentiels métiers. Référentiel de formation, référentiel métier, référentiel de qualification. Enfin, on consomme du référentiel à haute dose. Ça veut dire quoi, ça? On est en train de chosifier ce qui est relationnel, ce qui est du rapport social, il n'y a plus de contenu dans un référentiel. Il n'y a que de l'assignation fonctionnelle. Quand je vois le métier d'éducateur ramené à 4-5 référentiels par rapport auxquels on va juger de la VAE, parce qu'on va estimer que monsieur X qui se présente a tant d'expérience qui lui permet d'avoir 100% du référentiel numéro 1 et puis 30% du référentiel numéro 2 qu'on peut compenser par 30% de formation qu'il pourra négocier quand il pourra, etc. etc. Et je me dis dans quelle folie on est en train d'entrer. Comment on peut réfléchir avec des catégories comme ça, qui crucifient tout espoir de réflexion, puisqu'on est en train de comptabiliser des acquis, et ça va dans ma définition, c'est-à-dire que c'est une logique utilitariste maximum. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois acheter? Et si je pouvais d'ailleurs acheter des choses sans trop me fatiguer sur un marché libre, plutôt il y a peut-être un marché secondaire sur Internet qui permet d'acheter des titres. Bientôt on aura du commerce d'indulgence comme dans le monde catholique ou autrefois, avant qu'on change un tout petit peu ça, c'est-à-dire un commerce éhonté par où il n'y a plus d'effort de mise en mots, de réflexion, d'interrogation sur soi, sur autrui, etc. C'est ça, là il y a un gros danger. Alors, d'où je renverse le truc pour vous répondre. Je désespère encore plus. Non, mais attendez, d'où la nécessité, je crois, de refonder les mots des métiers. Et les répertoires métiers, je dis bien pas les référentiels métiers, mais les répertoires métiers. Et quand je dis répertoire, c'est parce que c'est plus ouvert qu'un référentiel qui est complètement fermé. Un répertoire n'est pas un référentiel, c'est un ensemble de mots, de termes, d'arguments qui font culture. Faut dire que peut-être cet envahissement, ce tsunami issu qui vient par la gestion et l'administration et le management profite de l'affaiblissement culturel de ces milieux aussi. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus. Mais c'est vrai aussi à l'école, là. C'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement général du niveau, d'abord de la légitimité de ces champs.
qui ont perdu en légitimité, ça pour des raisons qui échappent au champ lui-même. Et dans cette perte de légitimité, il n'y a pas eu la réponse par un travail accru de reformation, de reformulation. Le monde des psys, par exemple, le monde des psys, qui est mis à mal pour l'instant, qui est dans le collimateur, mais travaille, lui. Il est en train de retravailler ces catégories, davantage. Le monde de la justice, qui est aussi dans le collimateur, on voit ça avec la justice expéditive qu'on réclame aujourd'hui, les peines planchées, les incriminations pour les 16-18 ans, des tas de trucs, l'incrimination je sais pas quoi, des incriminations imbéciles, du genre, on judiciarise n'importe quoi, par exemple les gamins de 13 ans qui traînent dans la rue la nuit, les stationnements dans les halls d'immeubles. D'ailleurs, une position du syndicat de la magistrature de gauche pour l'instant, c'est de dire il faut dépénaliser des tas de choses qu'on a pénalisées. Parce qu'on ne va pas s'en sortir, on est dans une course en avant à la pénalisation. Alors eux réinventent des catégories, une catégorie c'est la dépénalisation. Il faut dépénaliser. Moi, je dirais qu'il faut démarchandiser le social. Il faut démarchandiser le social. Donc, il faut continuer à croire, faut se remettre à croire qu'il y a un espace non marchand possible pour le social. Et il faut le nourrir de catégories qualitatives, mais au sens où de qualitatif, pas du qualitatif qu'on peut faire entrer dans les cases, dans les coches, du qualitatif vivant, du qualitatif qui permet de penser. Et d'aider les autres, d'ailleurs, parce que je pense que si vous n'avez à leur vendre que des choses préformatées, c'est pas la peine, ils se détourneront de vous, ils iront vers des gens qui sont plus rapides, moins chers, qui les emmerdent moins avec des questions absurdes. Parce que c'est un peu ça aussi. Regardez le coaching, je ne sais pas si c'est développé en Suisse. Non, le coaching. Moi, je vois se développer le coaching dans le champ de la protection de l'enfance. Alors c'est vrai qu'il y a des émissions de radio, ça s'appelait émissions de télévision, Super Nanny, Grand Frère, je ne sais quoi, je ne sais pas s'il y avait ça chez vous aussi, je suppose, hein, où on montre qu'on peut redresser une famille, remettre une famille d'aplomb, en quelques bonnes séances avec l'autorité qu'il faut, la télévision derrière, parce que quand même tout ça c'est de l'image, hein, c'est fait pour faire de la thune pour le producteur. Hein, c'est quand même, faut jamais oublier ça, il y a un intérêt économique et évident. Mais on montre avec caméra derrière, hein, du faux live, parce que tout ça c'est bricolé, tout ça c'est arrangé, c'est pas tourné en direct, hein, c'est du faux live, où on montre qu'en gros une femme décidée, un ancien travailleur social d'ailleurs, Super Nanny avant qu'elle ne décède, décidée sur d'elle-même, autoritaire quand il le faut, gourmand dans les parents, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça, faut ranger cette chambre-là, etc. Des tas de trucs formels, qui ne sont pas forcément stupides d'ailleurs, qui sont de bon sens. Avec ça, on retient une vie de famille. Pas la peine de faire dans la psychologie. Pas la peine de s'emmerder avec du relationnel, du confessionnal, alors contre les travailleurs sociaux qui empêchent les familles de vivre. Et les coachs montre 80% de réussite. Puisque c'est du commerce, ils sont obligés de montrer de la réussite. Ah oui, parce que dans le secteur public, on n'a pas besoin de montrer de la réussite. Mais dès qu'on est dans le commerce, puisqu'il faut être meilleur que l'autre, ici on traite mieux les handicapés que dans l'établissement qui est en face, dans la même rue. On a les 3A, ou les 5A comme l'andouillette. Ça revient exactement même, c'est le même modèle. On a les 3A parce que venez chez nous, etc. Oui, sauf que ça ne marche pas comme ça, vous savez très bien. Il y a au moins quelques règles respectées, mais ça progresse. C'est-à-dire, moi je suis frappé par la façon dont le marché, à partir du moment où on ouvre au marché, découvre des possibilités de marché là où on ne croyait pas qu'il y en avait. Si on ouvre au marché, il va trouver de quoi vendre. Et s'il ne vend pas directement du service auprès des gens, il va vendre de la préparation au service. Il va vendre après le service, de l'évaluation du service. Tout ça, ça fait partie du marché, c'est-à-dire d'une espèce de mousse marchande qui est en train de se développer. Vous voyez les évaluateurs, par exemple. Moi, à mon avis, l'évaluation, c'est largement inutile. Si la culture professionnelle est bonne, un peu d'évaluation, why not, il faut rendre des comptes, je suis d'accord. Mais passer son temps à cocher, à remplir des tonnes de paperasses inutiles, dont on ne sait pas d'ailleurs qui va les traiter, pour faire quoi, pour tirer quelle leçon, pour changer quelle politique publique, nenni. C'est des entreprises de
contrôle social, c'est-à-dire d'assignation. Roland Gori dit que c'est des entreprises de servitude volontaire, parce que c'est une forme d'obligation que les gens ont largement intériorisé eux-mêmes, hein, et qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. Oui, il faut rendre des comptes quand même, on n'a sans doute pas assez rendu compte par le passé. La preuve, aujourd'hui, on est puni, alors on va se mettre à rendre des comptes, mais c'est à l'école pareil, hein, on fait des tests à longueur de temps, pour assurer le niveau, voir si ça progresse, si ça, il y a des flèches, dans quel sens ça va. Et puis, vous savez, l'informatique, enfin, le traitement informatique de ces données a considérablement progressé au point de vue technique depuis des années. Donc n'importe qui peut fabriquer des camemberts, des tuyaux d'orgue, des trucs en couleur, n'importe quel ordinateur vous fabrique ça. On ne vérifie pas les sources, mais on fabrique des images. Et ces images font du discours politique, font du discours d'assignation, font du discours de nouvelles servitudes. Alors, il faut déconstruire tout ça. Il faut se poser la question, comment valoriser nos activités autrement qu'avec les formes qui nous sont imposées. Pour ça, je dis qu'il faut repartir dans la production d'une narration, pour reprendre le terme que vous employiez tout à l'heure, d'une narration de vos métiers, pour ce qu'ils sont. Parce que sinon, vous allez être dans le syndrome de la case à cocher. On est déjà... Oui, j'imagine. Mais moi aussi, là, c'est pareil. Une deuxième question avec une réponse synthétique, merci. Écoute, tu ne peux pas empêcher les gens de dialoguer. Non, c'est justement pour permettre aux gens de dialoguer que je te demande d'être synthétique dans ta réponse, même si en effet la complexité apporte et appelle beaucoup de détails. Maurice. Merci de cet exposé. Pour tirer dans cette ligne que vous venez de terminer, même si j'avais eu d'autres questions par rapport à la qualité, par rapport à d'autres éléments. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut être entendu si on part dans une narration de ce type-là? Est-ce qu'on sera peut-être entendu par nos pairs, on peut espérer, les travailleurs sociaux ou les formateurs dans les écoles? Vous avez l'impression qu'on pourrait être entendu par le monde politique, et tout en sachant que ce n'est pas un monde, c'est une multiplicité de personnes, par le monde économique, là aussi une multiplicité de personnes, mais est-ce qu'on peut être entendu? Et quelles sont les conditions pour que ce type de narration, j'y crois beaucoup, hein, cette autre manière de parler de notre travail, enfin, autre que celle qu'on attend en termes de petites coches et de camembert, est-ce qu'on arrivera à se faire entendre, et est-ce que les travailleurs sociaux qui pourraient parler de leur quotidien à travers ces mots qui seraient les leurs, pourront se faire entendre par les partenaires extérieurs au monde du travail social? C'est un problème de rapport de force, hein. Et peut-être de socialisation des élites politiques à cette question. C'est-à-dire que si vous ne cherchez pas à vous faire entendre, il n'y a pas de raison que vous soyez entendu. Ça a l'air d'aller de soi, mais vous le rappeler. Alors, je sais que par exemple en France, on est en veille d'élections pour l'instant présidentielle et législative. Bon, il y a des tas de mobilisation, d'interpellation, de questionnaires qui partent vers les candidats. J'en ai encore fabriqué un, co-fabriqué, parce que c'est des trucs collectifs récemment, les politiques de la petite enfance. On interpelle les candidats avec un petit bouquin de petite centaine de pages publiées chez RS, plaidoyer pour une politique de l'enfance. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'il faut les fabriquer, les produits. C'est pas que de la conviction individuelle. D'ailleurs, si vous prenez individuellement les politiques, ils seront sans doute d'accord avec vous. Parce que dans leur fort intérieur, ils ont quelquefois des bons réflexes, et voire même un passé qu'ils ont un peu oublié, mais que vous réactivez en disant finalement oui, je suis assez d'accord. Mais vous comprenez, dans les conditions actuelles, on ne peut pas. Voilà. Alors le problème, c'est qu'il faut dépasser cette affaire-là. Donc il faut trouver des majorités, il faut fabriquer des... Hein, et ça, il faut y mettre un peu plus. C'est-à-dire qu'il faut y mettre de l'écrit, il faut y mettre de l'interpellation, il faut y mettre de l'audace, mais jamais tout seul, de collective. Hein. Alors ça, je crois que c'est tout à fait important. L'autre élément, alors qui est un peu plus discutable, c'est qu'il y a des pays, quand même, où les travailleurs sociaux sont constitués en corps. Je pense au Québec. Alors, c'est très corporatiste, ce que je veux dire. Mais un brin de corporatisme, condition de ne pas se laisser piéger soi-même par le corporatisme, ça protège. Quand il n'y a pas de corporatisme, mais en France, par exemple, il n'y a pas de corporatisme des travailleurs sociaux, hein, c'est même plutôt très mal vu, le corporatisme. Et ça protège, je pense à la question aux magistrats. Par exemple. Les magistrats sont organisés en des corps,
alors certes les magistrats, ça va être travailleurs sociaux, mais des corps, le syndicat de la magistrature, c'est un syndicalisme qui ne s'est pas moulé dans les grandes fédérations syndicales qui existent, parce que à la CGT, la CFDT, le Sud, etc., il n'y a pas de place pour ce type de syndicalisme. Et je pense que la question se pose pour les travailleurs sociaux. Si vous êtes sans doute dans des syndicats, je ne sais pas lesquels sont en Suisse, je ne sais pas comment ça fonctionne, il y a des travailleurs sociaux en France à la CGT, il y a des travailleurs sociaux à la CFDT, les différents grands syndicats historiques, mais ils ont du mal à se faire entendre parce que déjà, au sein de leur centrale syndicale, il y a des spécificités que le syndicaliste ne peut pas entendre. Il est complètement axé sur la défense des corporatives là, mais des intérêts financiers, des conditions de travail, qui en somme est intéressant, mais ne suffit pas parce que vous avez aussi une revendication sur le contenu du travail. Et c'est là où il y a une nécessité d'aller plus loin que le syndicalisme des conditions de travail pour avoir un syndicalisme aussi qui intègre le contenu du travail. Alors ça, c'est à la limite du corporatisme, parce que vous aurez à dire que finalement il y a une spécificité un peu de travail social, et je pense qu'il y a une certaine spécificité du travail social. On ne peut pas complètement le banaliser, le faire disparaître dans la loi, dans le droit commun du travail. Il faut trouver des... Parce que sinon, vos spécificités, ce que j'ai essayé de dire là, elles ne seront pas protégées comme telles. Et elles ne sont pas protégées. Regardez, la clinique, par exemple, elle n'est pas protégée. Vous n'avez aucune... même là où il y a des approches plus éthiques ou comme dans les groupements qui existent encore, la NAS, l'Association nationale des assistantes sociales, par exemple, donc il y a un code de déontologie, etc. Mais il n'a pas ces mots-là. Il a des mots qui sont vieux d'une certaine manière, qui sont dépassés, qui ne sont pas adaptés aux... Pourtant, il prend des positions de temps en temps. C'est le seul groupement corporatiste qui survive à l'effondrement de tous les autres. Jacques Latsou, vous pourrez l'interroger sur l'échec de l'ANEJ, par exemple, l'Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés. C'est mort depuis maintenant 30 ans, presque. Et puis ça renaît pas. Il y a eu un truc qui s'appelle l'ONES, l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés, mais quoi, ils sont 10. Ils causent, mais ils sont 10. Donc mais non, mais faut être sérieux, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Des métiers comme ça ont besoin d'avoir des formes particulières d'organisation pour avoir une parole collective, une parole politique collective. Et ce qui protège, ce qui fait prendre des risques aussi. Et le syndicalisme ordinaire est intéressant, mais il passe à côté d'une dimension fondamentale. Merci Michel. Voilà. Une dernière, après on s'arrête. Ça donne envie, tu vois. Une des solutions, c'est pas aussi au niveau des formations. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Moi, j'ai le sentiment que dans les HES, on a tendance à caser en fait les travailleurs sociaux. Voilà comment il faut faire, on formate pour répondre correctement au système. Donc c'est pas fait. C'est ça, il faut changer cette formatage qui est à l'école, qui a un changement. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de répondre à cette question. Je suis sous contrôle. Mais simplement, une petite idée que j'ai développée dans la séquence précédente in extremis, que vous aviez reprise d'ailleurs, c'est que, dans le fond, on assiste à une nouvelle division du travail au sein du travail social. Historiquement, et c'était très cohérent avec la façon dont ça s'est construit, c'était logique, historiquement, le choix de nos prédécesseurs, c'était de fixer l'axe porteur de la qualification de manière assez élevée dans les exigences, c'est-à-dire à bac plus 2. La plupart des diplômes historiques, sciences sociales, éducateurs, etc., sont à bac plus 2. Donc ça suppose le bac à un certain niveau présumé de connaissances générales, et puis au moins 2 ans, voire 3 ans de formation, puisqu'il y a une année de stage, de familiarisation, d'apprentissage, etc., pour déboucher avec un diplôme d'État et une bonne présomption de qualification dont on attendait que le professionnel soit à la fois capable, en gros, d'avoir les pieds sur le terrain, au contact des gens, quel que soit son choix, et en même temps qu'il développe des capacités
alors je dirais dans des termes modernes, d'ingénierie de ce qu'il fait, de compréhension globale de ce qu'il fait, etc., voire d'interpellation du politique, parce que dans la définition historique du service social, il y avait un devoir d'interpellation, de faire remonter aux politiques ce qui venait du terrain. Cette fonction a disparu, enfin, a été oubliée, mais elle fait partie de la première déontologie des assistants et assistantes sociales. Et certaines vieilles assistantes sociales le rappellent, hein, et s'estiment légitimes à interpeller le politique. Mais pour la plupart des gens, maintenant, ont la trouille d'interpeller le politique. Il faut aussi prendre ça en considération. Et ça faisait partie de l'ancienne définition, pour des niveaux pas plus 2. Hein. Mais alors, ce montage-là est cassé au profit d'une nouvelle division du travail entre, d'un côté, les ingénieurs, l'ingénierie, plus le cortège de nouvelles compétences qui entourent l'ingénierie, c'est-à-dire l'évaluation, les qualiticiens, les consultants en tout genre, les experts, où on recrute le plus souvent en dehors du travail social, dans les écoles de commerce, de management, de gestion, ou à Sciences Po, ou en sociologie, ou chez des anciens travailleurs sociaux qui ont viré Kazakh et qui sont partis faire du business. Il y en a pas mal. Hein. L'évaluation a permis à des anciens travailleurs sociaux de devenir des managers de petites entreprises d'évaluation au risque du marché, où ils vont peut-être se planter parce qu'on ne les choisira pas. Si on les choisira, peut-être parce qu'ils sont du travail social et que du coup on pense qu'ils vont comprendre. Hein? Ben, si, il y a des arrangements comme ça. Alors, et puis d'un autre côté, un affaiblissement des niveaux de qualification d'un grand nombre de professionnels vers des niveaux 4 et 5 de qualification, c'est-à-dire des niveaux qui n'impliquent pas le bac forcément. En considérant qu'après tout, pour faire ce qu'ils font, accompagner une vieille dame, faire son marché, prendre en charge les handicapés, les emmener à la piscine, c'est ce que je sais, moi, encadrer des jeunes gens un peu turbulents dans un centre d'éducation renforcée, et patati et patata, il n'y a pas besoin d'avoir le bac. Et il y a des tas d'élus, j'en entends beaucoup, qui disent après tout, pour ce qu'ils font, c'est pas la peine, ça coûte trop cher à fabriquer, hein, et vaut mieux avoir, en quelque sorte, pour le coût de la fabrication d'une assistante sociale, ça fait un emploi, et puis on peut fabriquer 3 niveaux 5, ça fait 3 emplois. Et en termes d'emploi, il n'y a pas photo. Voilà. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça abaisse le niveau d'exigence qualitatif. Mais comme en même temps on a des exigences de résultat, on va formater les gens en bas pour qu'ils aient du résultat, c'est-à-dire qu'ils aient de l'efficacité visible et quantifiable. Et qui sont